Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le premier webinaire du programme EVE. Au cours de ce webinaire, nous allons vous présenter l'intérêt du label objectif CO2 et les critères à respecter pour l'obtenir. Je suis Kevin Balva, je travaille chez EcoCO2, je suis référent national sur le programme EVE pour le dispositif objectif CO2 qui concerne les transporteurs et le dispositif EVCOM qui concerne les commissionnaires de transport et qui est en cours d'expérimentation. Bonjour, je suis Véronique Hess, chargée de mission Objectif CO2 en Nouvelle-Aquitaine au sein d'EcoCO2 et je suis aussi une ancienne auditrice du label Objectif CO2. C'est présenté en 3 parties. Tout d'abord, nous allons détailler l'intérêt de se labelliser, à quoi cela peut servir, que représente le label, qui est éligible. Ensuite, nous développerons le label plus en détail, le parc concerné, les données d'activité nécessaires et surtout l'ensemble des critères à respecter. Enfin, nous présenterons le processus de labellisation, la demande, l'audit, la validation en comité et les mises à jour annuelles. L'intérêt de se labelliser. Qu'est-ce que le label Objectif CO2 ? La charte Objectif CO2 correspond à une déclaration d'intention et à une démarche de progrès, avec un objectif de réduction et la mise en œuvre d'un plan d'action. C'est une démarche continue d'amélioration. Le label représente la valorisation de l'atteinte d'un niveau de performance qui est comparé au référentiel HBEFA. Il valide la fiabilité des données renseignées, il reconnaît les résultats atteints grâce à un audit indépendant qui est un gage de crédibilité. Le label Objectif CO2 est la reconnaissance indépendante et officielle d'un niveau de performance énergétique et environnementale élevé pour les transporteurs routiers les plus vertueux. Indépendante par l'audit externe et officielle par les porteurs du programme que sont le ministre des Transports et l'ADEME. La performance environnementale HBEFA. La performance environnementale HBEFA est la référence qui constitue une moyenne standard qui permet de comparer la performance de la flotte du transporteur, c'est-à-dire les indicateurs calculés. Quelques explications sur l'outil. En français, le manuel facteur d'émissions pour le transport routier est une application de base de données fournissant les émissions spécifiques en grammes par kilomètre pour toutes les catégories de véhicules routiers actuels. Le Parc France est intégré depuis juillet 2014. Depuis, l'outil est la base de données de référence du parc français. Les émissions de référence pour le label sont donc issues de la base appliquée au parc de véhicules français. Pour le calcul de la consommation de référence, quelles sont les données utilisées? Le HBEFA fournit des facteurs d'émission de CO2 en fonction du gabarit du véhicule, pour toutes les catégories actuelles. Voitures particulières, véhicules utilitaires légers, poids lourds, autobus urbains, autocars et motos. Chacune étant divisée en différentes catégories pour une grande variété de situations de circulation. Il est donc nécessaire de pouvoir enseigner le gabarit, le taux de chargement, la vitesse moyenne, la déclivité et le temps de fonctionnement du moteur des frigos si activité frigo. Il est important de noter que la consommation de carburant de l'entreprise n'est pas utilisée pour le calcul de la consommation de référence HBEFA. Nous verrons dans la partie 2 plus en détail les données qui sont nécessaires pour obtenir le calcul de la référence. L'audit indépendant. La reconnaissance des résultats obtenus nécessite un audit indépendant. Pour cela, 9 auditeurs sont accrédités pour leurs compétences dans le secteur des transports et formés par l'ADEME. Ils sont indépendants du programme et ne participent pas à l'accompagnement des entreprises qu'ils auditent. Ils se déplacent dans les entreprises pour 1 ou 2 jours en fonction de la taille de l'entreprise. Le logo, la marque de labellisation. Un logo spécifique existe pour le label. Il est distinct de celui de la charte afin de pouvoir communiquer sur le fait qu'on a obtenu le label. Nous allons désormais voir qui est éligible au label et quels sont les critères d'éligibilité à respecter pour obtenir le label. Il y a 4 critères d'éligibilité à respecter pour que la demande de label soit recevable.
Recevable, ça veut dire que l'entreprise peut être auditée. Le premier critère est que votre entreprise ait une activité de transport routier de marchandises pour compte d'autrui, que vous soyez transporteur public. Le second critère est que le pourcentage de sous-traitance routière non labellisée de votre entreprise est inférieur à 35%. Le troisième critère est que 100% de votre flotte de véhicules est incluse dans le dossier. Véronique nous vous parlera tout à l'heure des exclusions possibles. Le quatrième et dernier critère est que la performance environnementale, exprimée en gaz à effet de serre, de votre entreprise se situe sous le seuil d'éligibilité du label. Pour calculer cette performance, vous renseignez les données d'activité vues précédemment, et ce, pour tous les modes de transport utilisés, que ce soit le mode routier, le ferroviaire, le fluvial. Ce sont bien sûr les entreprises qui parlent le mieux du label. À ce jour, le retour des entreprises sur le label sont positifs. Elles mettent en avant notamment deux choses. L'aide précieuse des chargés de mission dans le processus de labellisation et la rigueur et la qualité du référentiel du label objectif CO2 et des auditeurs. Auditeurs toujours soucieux d'améliorer les processus internes. Sur cette diapositive, un petit florilège de témoignages que vous pourrez lire par la suite. Vous retrouverez ces témoignages sur tous nos supports de communication, qu'ils soient supports de communication papier, que ce soit sur les réseaux sociaux, le Twitter Objectif CO2, des vidéos sur la chaîne YouTube Objectif CO2. Je vous invite à y jeter un coup d'œil par la suite. Dans cette partie 2, nous allons voir le label plus en détail. Et tout d'abord, le parc routier. Un des critères d'éligibilité, vu précédemment, 100% de la flotte routière des entreprises concernées par le label doit être intégrée dans le périmètre de labellisation. Il existe toutefois des exemptions que nous allons lister. Les exclusions possibles. Les véhicules de location avec chauffeur ou sans chauffeur pourront être exclus de la démarche à la demande de l'entreprise, si celle-ci n'a pas accès aux données associées. Il s'agit des véhicules que l'entreprise confie en location à ses clients et non des véhicules pris en location par l'entreprise. Si les véhicules loués ne le sont qu'une partie de l'année, l'activité qu'ils occupent, lorsqu'ils ne sont pas loués, doit être intégrée au périmètre du label. Attention, l'activité de location exclue ne doit pas être supérieure à 35% du chiffre d'affaires de l'entreprise, condition cumulée au taux de sous-traitance. Les autres véhicules pouvant être exclus. Les véhicules support, tracteurs de cours, véhicules de fonction, voitures ateliers, véhicules de service, sont aussi exclus de la démarche. Les gabarits. Les gabarits de la référence HBEFA. 4 grandes catégories, divisées en sous-catégories. Les véhicules utilitaires légers sont classés en fonction de leur poids à vide, avec plus 100 kg, incluant le conducteur. Les petits porteurs de 3,6 à 12 tonnes de PTAC, divisés en 2 sous-catégories. Les grands porteurs supérieurs à 12 tonnes, répartis en 4 catégories, allant jusqu'à 32 tonnes. Et enfin, les ensembles routiers de 40 à 44 tonnes. Les données par groupe de véhicules. Il est nécessaire de pouvoir répartir les données d'activité par groupe de véhicules définis en fonction du parc concerné, par regroupement des différents gabarits, vus ci-dessus, puis créer des groupes supplémentaires par carrosserie et activité principale, tôle, citerne, frigo, benne et autres, et par type de métier, lot complet, partiel, messagerie, etc. Et enfin, par type de carburant consommé, carburant pétrole, carburant gaz ou véhicule électrique. Quelles données d'activité de l'entreprise sont utilisées dans le cadre du label Objectif CO2? En préalable, une précision sur l'indicateur. Le premier indicateur indispensable est celui de la consommation de carburant au 100 km. Il est calculé à partir du carburant et des kilomètres totaux pour chaque catégorie. La majorité des entreprises le connaissent assez précisément. L'outil analyse les résultats également à partir de l'indicateur à la tonne, kilomètre. Consommation pour une tonne transportée sur 1 km. Pour ce faire, 2 solutions pour calculer les tonnes kilomètres. L'entreprise peut calculer pour chaque voyage ou trajet les tonnes kilomètres sur 12 mois. Elle les cumule chaque année et inscrit dans l'outil pour chaque catégorie.
Dans l'impossibilité de connaître ces tonnes-kilomètres, ce qui est la majorité des dossiers, l'outil peut les calculer pour chaque catégorie à partir de la formule suivante. Les kilomètres totaux moins les kilomètres à vide multipliés par le poids moyen en charge. Il est possible d'utiliser une autre unité que le poids. Si l'entreprise maîtrise plutôt une autre unité comme le mètre linéaire, le nombre de palettes, de colis ou autre, dans ce cas, elle devra fournir le poids moyen par unité choisie. Les litres consommés. Nous allons voir maintenant dans le détail chaque donnée d'activité nécessaire. Les litres consommés, l'entreprise collecte les données de carburant des véhicules qu'elle utilise en prenant en compte l'ensemble des pleins réalisés en interne et en externe. 100% des consommations des véhicules du périmètre du label. Toutes les consommations sont concernées, dont les trajets à vie, trajets techniques, vols de carburant, prêts de véhicules des constructeurs. Également les données de consommation des groupes froids et tout type de carburant. Les kilomètres totaux. L'entreprise collecte les données de distance des véhicules qu'elle utilise ou a utilisés durant l'année, selon les groupes de véhicules définis dans son périmètre d'activité. Tous les trajets, dont les trajets à vide ou les trajets techniques. Attention à ne pas oublier de kilométrage, comme ceux de véhicules de remplacement, des véhicules prêtés par les constructeurs. Les kilomètres à vide. Si les kilomètres à vide ne sont pas connus et maîtrisés, il est possible de les calculer à partir d'échantillonnages représentatifs de chaque groupe de véhicules. Pourquoi avons-nous besoin de la vitesse moyenne? L'outil calcule ses références d'émission en fonction de la vitesse moyenne des véhicules. Une faible vitesse est associée à une densité urbaine, donc à une consommation élevée. Une vitesse élevée est associée à une circulation extra-urbaine, donc une consommation plus faible. La définition idéale de la vitesse moyenne, kilométrage du véhicule, par le temps de fonctionnement du moteur, à l'arrêt, plus les déplacements en heure. Pour calculer la vitesse moyenne, les sources potentielles sont la télématique embarquée ou ordinateur de bord de certains véhicules, mais on peut la calculer à partir du kilométrage, qui est une donnée connue, et du temps de fonctionnement du moteur, ou à partir du chronotachygraphe pour les poids lourds. La déclivité moyenne a une incidence sur la consommation. À chacun de ces reliefs est associé un coefficient de correction HBEFA. En haute montagne, la déclivité est de plus ou moins 6%, en montagne plus ou moins 4%, en parcours vallonné plus ou moins 2%, et en plaine, la déclivité est de 0%. La déclivité moyenne du paysage français est plus ou moins 2%. C'est la valeur par défaut prise pour les calculs. Comme il n'existe pas d'outil officiel de mesure de la déclivité aujourd'hui, les entreprises conservant la valeur par défaut n'ont pas à justifier de leur déclivité. Les tonnages et le poids moyen. Les données tonnage. Lorsque les données tonnage ne sont pas suivies ou disponibles prestation par prestation, l'entreprise doit passer par l'étape d'estimation du tonnage moyen. Dans ce cas, elle démontre que les prestations sur lesquelles elle exerce un suivi sont représentatives de l'activité de son groupe de véhicules. Plusieurs possibilités de calcul du tonnage moyen. Calcul à partir des tonnes et des kilomètres de chaque prestation. Il est rare qu'un tel degré de précision soit connu. La méthode 2, le calcul à partir des tonnes et des kilomètres d'un échantillon représentatif des prestations, lorsque les données de tonnage ne sont pas suivies ou disponibles prestation par prestation. Et la méthode 3, une méthode simplifiée pour les cas des tournées de collecte et de distribution, ce qui nécessite la connaissance des données suivantes sur l'ensemble des tournées, les sommes des tonnes collectées, plus la somme des tonnes distribuées, divisé par 2 et divisé par le nombre de tournées. Ça nous donne le tonnage moyen. Les autres modes de transport. Il est toujours intéressant au niveau émission pour une entreprise d'intégrer les autres modes qu'elle utilise. L'entreprise collecte les données permettant le calcul de sa performance pour chaque mode de transport concerné, ferroviaire, fluvial et maritime. Les données sont souvent transmises par les opérateurs. L'outil HBEFA ne prend pas en compte les autres modes de transport. Les émissions calculées sont alors comparées avec les émissions d'un transport équivalent en mode routier, ce qui est un avantage sur le résultat.
Enfin, les critères à respecter. Quels sont les critères à respecter pour être labellisable? Le questionnaire, lors de l'audit, reprend chaque exigence du référentiel, qui sont les critères à respecter. Elles sont classées selon un code couleur, feu tricolore, en fonction de leur importance. Une question de faible importance est attribuée la couleur verte, aux questions d'importance moyenne est attribuée la couleur orange, et aux questions de forte importance est attribuée la couleur rouge. Pour valider l'audit, il ne peut y avoir que 3 non-conformités au maximum sur les questions vertes, une seule non-conformité au maximum sur des questions oranges, aucune non-conformité sur les questions rouges. De plus, il ne peut y avoir que 3 non-conformités au maximum sur l'exhaustivité des questions, soit au maximum 3 vertes non conformes ou 2 vertes et une orange. Les critères d'exigence retenus dans l'audit avec leurs éléments de preuve sont détaillés et organisés autour des 5 domaines suivants. Le premier, le pilotage de la démarche objectif CO2. 6 questions sur la formalisation de l'engagement de l'entreprise et de la direction, le chef de projet interne et les parties prenantes internes et externes. Le second domaine concerne la définition du périmètre de calcul. 9 questions sur le périmètre organisationnel, le périmètre temporel et le périmètre d'activité. Le troisième, la collecte des données sources. 10 questions sur la méthodologie générale, évaluation de la fiabilité des données, carburant, distance, vitesse moyenne, tonnes-kilomètres et autres modes. Le quatrième domaine analyse le calcul de la performance de la flotte. 2 questions sur la méthodologie, source, réduction des biais et des mises à jour. Enfin, le dernier domaine, la maîtrise documentaire. Une question sur la maîtrise et conservation des documents utilisés pour le dispositif. Abordons maintenant le processus de labellisation en commençant par la première étape, la constitution de votre dossier de labellisation. L'idée est de voir comment se matérialise votre engagement sur la plateforme Objectif CO2. La démarche s'effectue via le portail www.objectifco2.fr. Si vous possédez un compte sur le site Objectif CO2, vous devez mettre à jour votre dossier, vos données ou créer un nouveau dossier. Si vous ne possédez pas de compte sur le site internet Objectif CO2, vous devez en créer un et créer un dossier. Nous n'avons pas le temps de détailler la création du compte, notez simplement qu'elle dure environ 15 minutes. Une fois votre inscription sur le site validée, vos identifiants vous permettent de vous connecter à l'espace numérique sécurisé du portail. C'est ici que vous pourrez créer le dossier qui vous accompagnera durant les 3 années d'engagement du label. Vous commencerez alors à établir votre dossier de labellisation. Vous choisirez la période de référence qui sera auditée, qui dure forcément 1 an, 12 mois. Cette période vous permet de faire un diagnostic initial de vos émissions de gaz à effet de serre. Au-delà de votre flotte propre, si vous avez recours au transport multimodal, vous devez intégrer ces données d'activité. Ici encore, nous n'avons pas le temps de rentrer dans le détail de la constitution d'une demande de label. Sachez que les chargés de mission situés dans vos régions sont à votre disposition pour vous accompagner dans ce processus. Une fois que votre dossier de labellisation est constitué, si la performance environnementale de votre entreprise est suffisante, vous pouvez demander le label. Vous compléterez alors une fiche de recevabilité sur laquelle des informations complémentaires vous sont demandées pour connaître mieux votre organisation. Nous allons passer à l'étude de recevabilité et à l'audit. Une fois la demande de label effectuée, votre dossier est analysé par EcoCO2. Si le dossier est jugé recevable, vous êtes mis en relation avec un auditeur habilité et formé au label Objectif CO2. L'audit permet 3 choses. De vérifier la fiabilité des données d'activité que vous avez renseignées sur votre espace sécurisé, de s'assurer que vous atteignez le seuil requis de performance du label, et enfin, de manière générale, d'évaluer la conformité de votre entreprise aux exigences du référentiel du label. En premier, l'auditeur consulte et étudie les documents constitutifs de votre demande de label. Ensuite, l'auditeur va prendre un rendez-vous téléphonique avec vous afin de présenter la démarche
de l'audit et le déroulé de la visite sur site, demander des documents pertinents et s'assurer que la direction soit présente le jour de l'audit, au moins pour l'introduction et pour la clôture. Lors de l'audit sur site, l'auditeur commence par introduire le déroulé de la journée. Il va visiter les différents services et il peut très bien interroger toute personne qu'il rencontrera au cours de la journée. Il va auditer surtout votre méthodologie par le biais d'éléments de preuve et vos méthodes de calcul. À la fin de la journée, l'auditeur fait une restitution de l'audit au cours de laquelle il restitue les points forts et les points faibles de l'entreprise. Il termine par une réunion de clôture en présence de la direction. Dans les 2 semaines qui suivent l'audit sur site, l'auditeur rédige le rapport d'audit et vous l'envoie. En cas de non-conformité à lever, l'auditeur est à votre disposition pour répondre à vos questions jusqu'à l'expiration du délai maximum, jusqu'à la levée éventuelle des non-conformités et la rédaction du rapport d'audit final. Enfin, le dernier filtre, le dernier stade, le comité de labellisation nationale se réunit pour délibérer sur l'entrée de l'entreprise dans le label. Le comité de labellisation décide d'accorder le label, de demander des informations complémentaires ou de refuser le label. Si le dossier est validé, si la demande de label est acceptée, l'entreprise est labellisée pour 3 années. Les coûts de l'audit sont encadrés et fixés en fonction du nombre de salariés et du chiffre d'affaires de votre entreprise. La prise en charge, par le biais des certificats d'économie d'énergie, varie de 70% pour les petites entreprises à 40% pour les grandes entreprises. Une fois que votre entreprise est labellisée, vous devez mettre à jour chaque année sur l'outil en ligne Objectif CO2 vos données d'activité, de manière analogue à la période initiale qui a été auditée. Votre performance environnementale doit rester sous le niveau de référence calculé par l'outil. Dans le cas de facteurs exogènes exceptionnels, ce qui peut arriver, et d'ayant dégradé votre niveau de performance, je pense par exemple à la perte ou au gain d'un client, vous pouvez le justifier auprès d'EcoCO2 et recalculer votre performance en la lissant sur le cycle de labellisation en cours. Conclusion. Pour aller vers leur label, les entreprises ne sont pas seules. Elles peuvent se faire accompagner par les chargés de mission d'Objectif CO2. En effet, 11 chargés de mission répartis sur tout le territoire, DROMCOM compris, sont à la disposition des entreprises pour les accompagner dans leur candidature à la labellisation jusqu'à l'audit. La plupart ont déjà participé aux anciens programmes. Tous sont opérationnels depuis le début de ce nouveau programme. Les chargés de mission d'EcoCO2 sont à la disposition des entreprises pour informer et conseiller les entreprises de transport, accompagner les entreprises à la démarche vers la labellisation, apporter les réponses techniques pour le respect des critères. Avant de terminer la partie présentation, vous verrez affiché ici le calendrier des événements qui auront lieu sur le programme EVE. Je vous laisserai en prendre connaissance plus en détail. On tenait à vous remercier de votre attention. Vous pouvez nous contacter aux coordonnées qui sont affichées sur la diapositive qui est projetée ou directement à travers le site internet www.objectifco2.fr. Nous allons maintenant nous allons désormais répondre à vos questions. On va lire ces questions et on va y répondre peut-être soit Véronique, soit moi. Alors, si nous louons à la journée l'ensemble de notre parc de camions, nous ne pouvons donc pas prétendre au label. Alors, c'est une demande. Si vous avez la possibilité de connaître les données autres que consommation et kilomètres totaux, si vous arrivez à avoir des informations en lien avec la marchandise, donc le tonnage, il est tout à fait possible d'intégrer le parc de location, le parc donné en location. Par contre, en effet, certaines entreprises sont face à cette difficulté, face au label vis-à-vis de la location avec conducteur. La labellisation est-elle équivalente à l'audit énergétique obligatoire? Alors, la labellisation, non.
Parce qu'en fait, dans la labellisation, on atteint un certain niveau de performance. En effet, on a un diagnostic, mais on atteint un niveau de performance et il n'y a plus de plan d'action. Dans l'audit énergétique, il y a automatiquement un plan d'action sur 3 années. La charte objectif CO2 ressemble beaucoup plus à l'audit énergétique puisqu'on a un diagnostic, un suivi pendant 3 années des consommations avec des indicateurs et un plan d'action. Et on analyse les résultats donc tous les ans. Mais si vous avez une activité exclusivement transport, je pense que vous avez une bonne partie de votre facture énergétique qui est renseignée dans le dossier que vous aurez constitué à travers vos données d'activité transport. Oui. Par contre, juste une précision, même si on est engagé dans la charte objectif CO2, on est quand même aujourd'hui obligé de refaire l'audit énergétique transport. Il n'y a plus d'exemption. Il n'y a plus d'exemption. La question, c'est les données initiales dépendent-elles des données issues de la charte? Alors, oui et non. Si vous êtes engagé dans la charte objectif CO2, et c'est le cas de nombreuses entreprises qui sont labellisées, elles ont atteint ce niveau de performance parce qu'elles ont mené 1, voire 2, voire 3 cycles de charte objectif CO2. Et elles prétendent au label. Donc, elles peuvent très bien demander le label sur des données issues de la fin d'engagement ou d'un cours d'engagement de charte. Mais si vous n'êtes pas inhérent, enfin, il n'y a pas d'obligation d'être engagé dans la charte objectif CO2 pour demander le label. La plupart du temps, vous avez mené des actions de votre côté. Voilà, vous allez pouvoir les agglomérer ici et grosso modo, vous pouvez créer un compte sur le site internet objectif CO2, créer un dossier, renseigner toutes les données d'activité que nous avons vues et vous pouvez demander le label. Donc non, il n'y a pas d'obligation d'être engagé dans la charte objectif CO2 pour demander le label. Par contre, si jamais vous faites la démarche avec un chargé de mission qui vous accompagne, qui est à votre disposition pour vous accompagner dans ce processus, vous allez créer un dossier. Le dossier, le tronc commun du dossier, qu'il soit label ou charte, c'est le même. Vous renseignez vos données d'activité pour faire un diagnostic de vos émissions de gaz à effet de serre. Si vous voyez que votre performance est bonne et que vous pouvez demander le label, vous pouvez le demander. Par contre, si vous voyez que la performance n'est pas suffisante pour demander le label, vous pouvez vous engager dans la charte, mettre un plan d'action sur 3 ans, et si on se rend compte que vous vous améliorez au cours des 3 ans, demandez le label à tout moment. Que vérifie l'auditeur lors de son passage? Alors, l'auditeur, il se rend en entreprise donc pour vérifier la fiabilité des données, les sources, l'origine des données, comment elles sont récoltées, comment elles sont consolidées et corrigées si nécessaire. Son objectif, c'est de vérifier que toutes les données qui sont inscrites sur l'outil correspondent bien aux données réelles que l'on trouve dans l'entreprise. Vérifier aussi que ça concerne 100% du parc en dehors des exclusions possibles, plus donc les différents domaines en lien sur l'engagement de l'entreprise dans le label, l'engagement de la direction, le rôle du chef de projet. Les critères sont assez détaillés et pour rentrer dans le détail, les chargés de mission sont à votre disposition. Quand j'ai des véhicules qui ont plusieurs activités, dois-je classer les données en une seule activité ou dois-je répartir les données d'activité? Si vous avez des véhicules qui ont des activités vraiment bien spécifiques et que vous êtes capable de séparer les données d'activité, vous pouvez le faire. Mais ici, moi, je vous conseille de créer un seul groupe de véhicules, enfin, vous renseigner par les critères que Véronique vous a vu tout à l'heure, le gabarit, l'activité, l'énergie, et même si ces véhicules ont plusieurs activités, c'est pas grave, on peut regrouper, faire un groupe de véhicules avec l'activité majoritaire. C'est pas forcément obligatoire de dénombrer vraiment vos groupes de véhicules, enfin, le plus finement possible, type jusqu'à la marque de véhicule, jusqu'au véhicule. L'idée, c'est quand même de faire des groupes regroupant des véhicules ayant des caractéristiques similaires. Pour l'échantillonnage des données, doit-on prendre des consommations et tonnages sur 12 mois obligatoirement
ou peut-on prendre une durée plus courte? Tu le fais? Alors, pour les consommations et les kilomètres, aujourd'hui, il est quand même attendu d'avoir des vraies données primaires et réelles. Sur 12 mois, en effet, donc, qui est la période de calcul des indicateurs de référence. Pour le tonnage, en effet, l'échantillonnage, là, ne nécessite absolument pas de prendre sur 12 mois. Ça se travaille avec le chargé de mission en fonction de l'activité de l'entreprise. Regardez des périodes représentatives, les véhicules qui sont représentatifs, qui pourraient donc être utilisés pour le calcul de l'échantillonnage. C'est délicat aujourd'hui de donner un critère sur les durées utilisées, le pourcentage de véhicules qui pourraient être concernés par l'échantillonnage, le pourcentage de l'activité. Ça, c'est vraiment une discussion de préparation par rapport au chiffre d'affaires, à la saisonnalité, l'utilisation des véhicules. C'est essayer de regarder comment on peut vraiment optimiser l'échantillonnage pour qu'il soit le plus représentatif possible. Quelle différence entre la charte et le label? La charte, c'est vraiment, comme le disait Véronique, une démarche de progrès. Vous faites un diagnostic de vos émissions de gaz à effet de serre, vous mettez en place un plan d'action sur 3 ans, et chaque année, ces données sont contrôlées, on voit l'évolution de vos émissions de gaz à effet de serre. Le label, c'est vraiment une performance. On atteint un niveau de performance environnementale élevé. C'est un focus sur une année, en gros, qui est audité. Et après, une fois que vous êtes audité, vous êtes engagé sur 3 ans. Donc voilà, la différence, c'est que la charte est une démarche de progrès, une déclaration d'intention. Derrière, on ne demande pas, voilà comment dire, vos données d'activité ne sont pas auditées. Le label, c'est un niveau de performance, une reconnaissance de votre performance environnementale. Et les données que vous renseignez, qui sont les mêmes que pour la charte objectif CO2, là, un auditeur externe, indépendant, est formé au programme EVE et habilité, vient auditer toutes ces données. Les éléments de déclivité sont-ils purement théoriques ou doivent-ils correspondre à la donnée du terrain? Actuellement, et vous le verrez, je vous invite, si vous allez demander le label ou même pour votre information, à vérifier sur le site internet Objectif CO2 la procédure de labellisation et les référentiels du label Objectif CO2. Et il est écrit que la déclivité à plus ou moins 2% peut être prise par défaut. Donc, vous pouvez utiliser cette donnée par défaut, puisqu'il a été estimé que le paysage français, la déclivité, l'inclinaison moyenne, la pente moyenne du territoire français est de plus ou moins 2%. Donc, si vous ne, grosso modo, si vous mettez votre déclivité par défaut, et si jamais votre activité est par exemple en montagne, moyenne montagne, haute montagne, ce qui est assez rare, là, vous pouvez utiliser des logiciels spécifiques, peut-être des choses remontant de vos TMS, Google Earth par exemple, pour justifier que la déclivité est de 2%, mais qu'elle est plus élevée. Comment récupérer les kilomètres à vide? Est-ce un échantillon ou un outil peut-il le permettre? Alors, les kilomètres à vide, en effet, c'est assez difficile aujourd'hui encore pour les entreprises de les maîtriser. En effet, donc on peut utiliser l'échantillonnage. Donc là, c'est un petit peu la même réponse que par rapport au tonnage. Donc on va analyser un échantillon le plus représentatif possible, donc un échantillon par catégorie, ou un outil peut-il le permettre? Alors en effet, sur certains véhicules, on a par rapport à l'informatique embarquée, toutes les informations sur les données moteurs, et parfois on a l'information sur le pourcentage de kilomètres en charge, ce qui permet donc d'en déduire le pourcentage de kilomètres à vide. Mais c'est plutôt rare encore aujourd'hui, en tout cas pour ma part, je le rencontre assez rarement, et très souvent donc on part sur un échantillonnage.
train de retranscrire vos questions pour pouvoir y répondre, donc c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Pour certains clients, dans le cadre d'une activité de location, il m'est impossible d'obtenir le tonnage. Puis-je avoir le label? Tant qu'on n'a pas la donnée tonnage, qu'on n'a pas la possibilité de l'estimer par un échantillonnage, non, c'est malheureusement aujourd'hui, non, c'est pas possible de pouvoir rentrer dans le label sans la donnée tonnage. Par contre, on peut aussi rentrer dans la charte, commencer à travailler sur le sujet, et là, peut-être justement prendre contact avec son client, lui expliquer donc le projet, l'objectif que l'on veut atteindre, et essayer de voir avec lui s'il y a une possibilité donc, de récolter ces informations au niveau du tonnage. Nous avons répondu aux questions que nous avons sélectionnées. Nous vous remercions de votre attention et à bientôt. Au revoir.